J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme vous jamais. RMC 10h-13h. Tu n'es qu'une grosse morve visqueuse et une usine à proue. Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit... Alain Marchal, Olivier Truchot. C'est de cette façon que les vrais mecs se parlent entre eux. Les grandes gueules. Méfiez-vous, va y avoir un grain dans le coin. Bonjour à toutes et tous, c'est l'heure des GG, le show qui vous parle et qui parle de vous. Et nous sommes en direct, comme tous les jours, sur RMC, numéro 23. Bienvenue à vous. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain Marchal, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Sont avec nous aujourd'hui dans les GG, l'agriculteur de la France profonde de Saône-et-Loire, monsieur Didier Giraud. Bonjour. Salut Alain, bonjour à la France profonde. L'avocate Marianne Soubré. Bonjour à tous et je voudrais saluer tous les enrhumés, tous les enroués, tous les grippés. Tu penses à qui quand tu dis ça? Tu penses à Alain Marchal? Je pense à Alain Marchal, je pense à moi qui suis enrhumé aussi un petit peu à moi. C'est un peu perso aussi. Je sais pas comment je vais faire pour rentrer indemne dans ma campagne. Toute la France qui a froid. Oui. Et puis Karim Zeribi est avec normal. nous aujourd'hui, président de l'Agora, dirigeant France-Algérie, conseiller municipal d'opposition à Marseille. Salut Karim. Salut à tous. Le Niçois, il prend un coup de froid parce qu'il sent le PSG se rapprocher au classement, tu sais. Ouais, tu m'aurais dit l'OM. Il y a peu de chance. Je peux pas te dire qu'on se rapproche. Je veux dire, À mon grand dame. déjà entre Monaco et Paris. Déjà, ils sont plus relégables déjà, donc je veux dire. Fais-toi plaisir, la France profonde. Dites-moi les amis. Franck McCourt, il en est où alors? Non, il va falloir effectivement un peu moins de blabla, un peu plus de caractère sur le terrain. Bon, parce que ça fait 5 matchs, il n'y a qu'une victoire, je vous signale quand même. Donc il y a 3 matchs nuls, il y a 3 matchs nuls et une défaite. Un peu moins de blabla, un peu plus d'action, ça pourrait correspondre à Valls et Hollande. On va en parler dans un instant justement de Valls et Hollande. À 11h20 tout à l'heure, qui mérite le titre de grande gueule du jour? C'est l'Europe, la Commission européenne qui vient de taper sur les doigts de la SNCF en leur demandant d'indemniser tous les voyageurs qui subissent des retards de plus de 30 minutes. Bon, et l'indemnisation, c'est bien. L'idéal, ce serait que les trains soient à l'heure. On en parlera tout à l'heure à 11h20. 11h, le Pays d'Hollande. 11h20, les GG veulent savoir les explications entre Valls et Hollande. Est-ce que maintenant, Manuel Valls doit démissionner de son poste de Premier ministre? Et qu'est-ce qui fait la une des grandes gueules? C'est François Fillon. François Fillon qui rassurait hier sur la sécurité sociale. Vous a-t-il rassuré? C'est parti, on en parle dans les GG. RMC, à la une des grandes gueules. Je veux tout de suite arrêter cette polémique sur moins bien remboursé, ça sera pas le cas, c'est pas du tout ce que je propose. Ce que je veux, moi, c'est sauver la sécurité sociale, et je veux surtout que les personnes les plus modestes, les personnes âgées en particulier, ou les personnes aux revenus modestes soient mieux remboursées qu'aujourd'hui. Et on aura ce débat de manière très démocratique avec l'ensemble des parties prenantes, parce que la sécurité sociale, j'y suis extrêmement attaché. J'ai été ministre des Affaires sociales, j'ai été Premier ministre pendant 5 ans, et à ma connaissance, on a toujours préservé la justice en matière de remboursement. Mais on a compris. Voilà, François Fillon qui s'exprimait hier chez nos confrères de France 2 parce que les attaques, que ce soit durant la primaire de la part d'Alain Juppé ou maintenant de la gauche, c'est François Fillon, le casseur de la sécurité sociale. Oui, il est accusé par la gauche de vouloir privatiser la sécurité sociale. Même Alain Juppé, souvenez-vous, pendant le débat avant le second tour, semblait dire qu'avec Fillon, eh bien la Sécu allait moins rembourser les médicaments des plus modestes. Donc François Fillon a voulu rassurer. On va quand même rappeler ce qu'il a mis dans son programme, hein. Il veut transférer une partie de la couverture de la sécurité sociale vers les assurances et les mutuelles. C'est déjà le cas, mais il veut accélérer le mouvement. Les affections graves ou de longue durée seraient prises en charge. Accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque grave, diabète, maladie d'Alzheimer, Parkinson, etc. Mais les petits soins, les soins de confort, la bobologie comme on l'appelle, eh bien, ça serait les mutuelles, hein, les complémentaires s'occuperaient du reste, le panier de soins individuels. Alors c'est un transfert qui peut effectivement inquiéter parce que c'est quoi un petit bobo? À quel moment un petit bobo devient un gros bobo? Et à quel moment donc on est plus ou moins bien remboursé? François Fillon a voulu rassurer hier soir sur le plateau de France 2. Est-ce que vous êtes rassuré? Ou est-ce qu'il a raison aussi quand même de dire si on veut sauver la Sécu, il faut changer les règles? 3216 rmc.fr, numéro 23.fr pour en parler avec les GG. Marianne Soubré. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que, en fait, il nous parle d'affection longue durée, et l'affection longue durée, il n'y a pas que ça, en fait, et il n'y a pas que d'un côté des maladies très graves et de l'autre la bobologie. Il y a au milieu de tout ça des fractures, par exemple, quand t'as un enfant qui se casse le bras. Il y a au milieu de tout ça les angines, les grippes. Ce ne sont pas des affections de longue durée, mais c'est pas non plus de la bobologie. Donc, je suis un peu inquiète quand même sur cette différence, parce que pour moi, il y a quand même 3 niveaux de couverture sociale qui doivent être pris en compte.
les maladies très graves, les choses graves et la bobologie, à la limite, ça me dérange pas qu'on envisage un remboursement plus faible. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, par contre, dans l'optique de François Fillon, c'est qu'il nous dit qu'il est là pour les classes moyennes, ou classes sociales moyennes supérieures. Et en réalité, quand tu regardes, il veut mettre en place un système de remboursement qui soit indexé sur le revenu. Ouais. Et donc, si tu indexes sur les revenus, ça veut dire que tu payes à chaque fois, puisque tu payes avec tes cotisations sociales qui sont prises sur ton salaire, et tu vas repayer, tu vas être déremboursé aussi, ou en tout cas moins remboursé, parce que tu as aussi un salaire. Et donc, évidemment, les familles moyennes, celles qui souffrent le plus, en fait, et qui le disent, qu'elles sont toujours imposées, etc., ce sont encore elles, les classes moyennes et moyennes supérieures, qui vont payer le plus. Donc ça m'inquiète beaucoup. François Fillon dit qu'il y a beaucoup de franchises de tickets modérateurs, que tout ceci est aujourd'hui déséquilibré et que l'objet de son programme, c'est de remettre de l'ordre. Avec son truc, tu payes double. Tu payes sur tes cotisations salariales et tu payes aussi, encore une fois, parce que... Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Il ne faut pas faire croire qu'actuellement, on n'est pas déjà dans un système où il y a de plus en plus de mutuelles qui jouent le jeu de la Sécu. Oui. Moi, je crois qu'il y a des sujets avec lesquels il faut pas lésiner, et la santé en fait partie. Il y a de plus en plus de Français au cours de ces dernières années, je dirais même de cette dernière décennie, qui ont moins de capacité, j'ai envie de dire, à être remboursés. C'est la place aux mutuelles. Alors moi, je veux bien qu'il y ait effectivement une complémentaire à la sécurité sociale qui avait ses comptes qui étaient un peu plombés, qui se sont quand même ressaisis sous ce quinquennat. On peut tout reprocher à Hollande et à son gouvernement, mais quand il y a des éléments positifs, et là il y en a. Grâce aussi à la réforme des retraites du gouvernement précédent, faut le rappeler. Certainement, bien sûr, et une réforme combattue par Hollande, mais finalement et une réforme d'ailleurs qui, à mon avis, n'est pas terminée, puisque ceux qui sont candidats à la présidentielle, et François Fillon notamment, dit qu'il y reviendra pour demander aux Français de travailler plus. Mais les cotisations, ce sont celles des employeurs et des salariés. Et pas simplement celle des salariés. Je pense que la mule est déjà bien chargée. Donc il faut cesser maintenant de dérembourser les Français. Et sous le gouvernement de François Fillon, on remboursait moins les lunettes, on remboursait moins la question dentaire, et notamment pour les personnes les plus fragiles. Donc là, il a intérêt à être convaincant et à démontrer qu'il ne sera pas le François Fillon Premier ministre. Personnellement, je suis pas très convaincu. Et d'ailleurs, il commence à dire, je sais pas si vous ces dernières déclarations, mais finalement la Sécu, ça n'est pas une priorité que dans mon programme. Il y a bien d'autres sujets, travailler plus longtemps, que l'âge de la retraite, et on verra ça. Mais ça fait pas partie de mes premières priorités. En gros, je ne toucherai pas au modèle. Il commence vraiment à chaque fois qu'il est à reculer. Chaque fois qu'il est attaqué, Fillon, il réagit parce qu'il a peur effectivement d'être enfermé, diabolisé, caricaturé. Et c'est vrai qu'on le fait parfois avec les politiques. En même temps, c'est un dossier sensible, comme tu disais, donc il faut qu'il s'explique et qu'il soit précis là-dessus, François Fillon. Surtout pour les personnes âgées, il faut arrêter de les dérembourser. Il y en a marre. Personnes âgées qui ont voté François Fillon. Il y en a marre. Il y en a marre. Tu vois, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est la globalité du programme, quoi. Parce que il dit que sur la Sécu, il veut faire 20 milliards d'économies. 20 milliards d'économies, c'est énorme, quoi. Tu les prends où? Alors, qui va classer la bobologie des trucs graves? Alors, déjà, c'est création d'une commission qui va classer, c'est quoi qui est remboursable, c'est quoi qui l'est pas. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a des choses qui sont remboursables, mais et si d'autres tu qui veux ne sont pas. aller plus loin dans le déremboursement, si tu restes à cotisation sociale égale, comment, dans un autre volet du programme de François Fillon, tu vas rendre de la compétitivité aux entreprises? Parce que, moi, où j'arrive pas à saisir la colonne vertébrale, c'est sur la globalité du programme. Quand tu dis, sur le fronton de l'église, là, je veux rendre de la compétitivité aux entreprises, en baissant les charges sociales, c'était en gros ce qui était dit la semaine dernière, et en même temps je vais dérembourser, je vais augmenter les mutuelles, je vais augmenter la TVA de 2 points. Enfin, si tu veux, pour moi c'est une histoire d'équilibre du programme. Oui, mais excusez-moi, mais mes chers grandes gueules, vous faites comme si le système était parfait, qu'il n'y avait rien à revoir. C'est un système qui perd de l'argent. Je lisais un classement établi par la Banque mondiale et l'OMS sur la question de savoir quel est le système de santé le plus efficace au monde. La France a dégringolé à la 19e place. Vous savez, il y a encore très peu de temps, on disait la France a le meilleur système de santé au monde, que le monde nous envie. On est à la 19e place, c'est-à-dire qu'on est derrière l'Italie, derrière l'Espagne, derrière Hong Kong, derrière la Suisse, derrière la Suède, derrière l'Australie, derrière Singapour,
et on est 19e. Donc on est sur un mirage, comme quoi on avait un système parfait, alors qu'on voit qu'à l'hôpital ça craque de partout, qu'il y a quand même un problème effectivement du remboursement, parce qu'on sait plus ce qui est privé ou n'est plus dans le remboursement. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que un cadre sup soit remboursé comme un ouvrier, parce que sur le principe que la santé est gratuite pour tous? Enfin, il y a quand même beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir ce système? Excuse-moi de te rappeler que l'ouvrier et le cadre sup ont des cotisations qui sont indexées sur leurs revenus, qui sont donc proportionnelles à leurs revenus. Donc c'est quand même la moindre des choses. C'est plus impactant pour l'ouvrier que pour le cadre sup. C'est quand même la moindre des choses au titre de la solidarité nationale que quand tu cotises plus, tu sois remboursé pareil que l'autre. Je suis pas sûr que le cadre sup autant remboursé que l'ouvrier, j'appelle ça la solidarité. Bah si, puisqu'il a cotisé plus, sa solidarité à lui, c'est de cotiser plus que l'ouvrier, c'est normal. Souvent, il est quand même moins malade que l'ouvrier. Si tu veux l'histoire il y a d'autres maladies, hein. On parle de plus en plus des dépressions et des burn-out qui toucheront effectivement, ils auront pas des maladies physiques, mais ils ont d'autres maladies. Enfin, je veux dire, tout ça, j'ai pas envie, moi, qu'on oppose. Non, je suis assez d'accord avec Marianne sur la remarque qu'elle fait, Olivier, parce que le prélèvement est quand même progressif en fonction du niveau de salaire. Donc tu peux pas dire que tout le monde est loué à la même enseigne en termes de prélèvement. On est prélevé en fonction de son salaire. Moi, il y a une chose que je vais dire et qui va peut-être choquer en tant qu'homme de gauche que je suis et que j'assume, mais républicain avant tout. Donc c'est le fait qu'on sorte une carte vitale et on ne paye jamais rien. Ça m'a toujours choqué. Je m'excuse de vous le dire. C'est un peu comme l'impôt, ça. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait la moitié de la France qui ne paie pas d'impôts, même symboliquement sur le revenu. Même symboliquement sur le revenu. Mais c'est exactement pareil quand on va à la pharmacie ou quand on va à l'hôpital. Je ne comprends pas qu'on ne s'acquitte pas, même symboliquement. Donc tu es d'accord qu'il faut remettre de l'ordre dans le système? C'est plutôt Filloniste. Mais c'est pas ça qu'il dit Fillon. Fillon, il parle de dérembourser en fonction d'un système. De distinguer ce qui est utile. 20 milliards d'économies. Et le déremboursement fait partie. Mais il dit aussi qu'il faut que le personnel hospitalier revienne à 39 heures. Je suis pas sur le déremboursement. Il dit ça aussi. Je suis pas sur le déremboursement. Vous faites fausse route. Je suis sur la contribution nationale de tout citoyen, quels que soient ses revenus, même symboliquement, face au système de santé. Oui, on ne peut pas imaginer. Et je l'ai déjà dit, moi, quand je vais à la pharmacie, des fois, le Toubi vous fait une ordonnance, je donne mon ordonnance et tout. Combien je vous dois? Rien, monsieur. Mais même si on me demande 5 euros. 5 euros. Tu l'as payé par tes cotisations. Oui, mais on est en train de dire qu'on a une société. La carte vitale, ça permet simplement d'avoir un système simple à gérer, plus simple à gérer. Notre République a besoin de retrouver quelques principes. Quant au fonctionnement, c'est un symbole, ce que tu dis. Oui, c'est un symbole, mais qui peut être important. Si tu fais rembourser derrière, ça tu laisses la Sécu avec son trou, puis démultiplier. Oui, mais enfin, si tu te fais rembourser derrière, ça revient au même. Mais ce que je veux dire, Karim, parce qu'aujourd'hui, tu te fais rembourser, mais tu n'as pas cette contribution symbolique. Dans le système d'aujourd'hui, tu sors ta carte vitale, tu perds rien, mais on t'augmente la TVA de 1 point. Moi, je vous le dis, sauf que tous les mécanismes de solidarité dans notre République, je pense qu'on doit symboliquement contribuer, même symboliquement. D'accord. Et t'as aussi ce que dit François Fillon aujourd'hui, c'est qu'il veut un partage véritablement entre ce qui doit être pris en charge par la sécurité sociale et ce qui doit être pris en charge par les mutuelles. C'est pour ça. Et en fait, là, c'est là où ce sera un système à double vitesse. Oui, mais ce sera très difficile à mesurer. Qu'est-ce qui doit être à la charge de la solidarité nationale et qu'est-ce qui doit prendre en charge les mutuelles. Et si tu donnes aux mutuelles, les mutuelles vont dire bon, puisque nous, la charge elle est plus lourde, les amis, il va falloir payer. Donc finalement, tu vas te retrouver peut-être le gouvernement à payer davantage. A fait exactement la même chose. Moi, je supporte plus l'hypocrisie, notamment de Marisol Touraine, qui consiste à faire croire que Fillon, c'est le diable qui veut privatiser la Sécu et que la gauche au pouvoir maintient la Sécu telle qu'elle était, qu'elle a été mise en place en 45. C'est pas vrai parce que aller vers plus de mutuelles, ça a été la politique de Marisol Touraine. Lorsque Marisol Touraine nous dit la Sécu, regardez, c'est formidable, les comptes sont repassés dans le vert, mais c'est grâce en grande partie à la réforme des retraites, encore une fois de François Fillon, de faire travailler les Français jusqu'à 62 ans. Ça avait été combattu par la gauche dans la rue, et la gauche n'est pas revenue dessus quand elle est retournée au pouvoir, elle n'est pas remis la retraite à 60 ans, et finalement aujourd'hui, et aujourd'hui, bah oui, dans ce cas-là, il faut le reconnaître. Moi, j'en peux plus de la politique qui consiste à mentir finalement, à pas reconnaître la réalité. La réalité, c'est que et on va passer à 65 ans et la gauche sait très bien qu'on peut pas faire autrement que de passer à 65 ans. La réalité, c'est que ce qu'a fait la droite et ce qu'a fait la gauche n'est pas suffisant. Donc, je crois que plutôt que de dire l'autre il a fait, l'autre il a pas fait, moi je propose, et encore j'insiste, vous allez dire, mais j'insiste, il faut de nouvelles recettes. Et vous savez que l'impôt, c'est aussi
une des contributions à la sécurité sociale, une partie de l'impôt. Une partie de l'impôt. C'est pas de l'impôt sur le revenu, c'est de la TVA. De toute façon, le budget de l'État, c'est efficace, équilibré. Mais tu vois, je pense que si on veut restaurer un peu les recettes de la solidarité nationale, il va falloir qu'on explique que rien n'est gratuit. Mais enfin, on paye déjà beaucoup. Moi, je pense que le fait que depuis 45, notre système de couverture sociale fait qu'il y a des coûts qui sont peut-être pas des coûts réels, quoi. Quand un médecin prend 23 € et ne veut plus du coup venir s'installer à Guéret, parce que c'est aussi un problème. Oui, mais la désertification rurale, elle est aussi due parce que un médecin avec sa cotise de 23 €, il faut qu'il en fasse 200 par jour pour vivre correctement. Et qu'à côté de ça, j'ai été passer la semaine dernière la visite médicale pour le permis poids lourd. Un mec qui te signe le papier, qui t'ausculte à peine, ramasse 33 €. Je me dis, le système de couverture sociale fait qu'il y a des coûts qui sont pas en face, quoi. Quand un gamin se casse une patte sur une piste de ski, que pour descendre la barquette, ça te coûte 4 000 €, enfin, ça coûte virtuellement à la société 4 000 €, je pense que si on avait un système privé, les coûts redeviendraient à quelque chose de plus normé. Est-ce que François Fillon vous rassure ou vous inquiète avec son projet sur la sécurité sociale? On en parle sur RMC, sur numéro 23. On donnera la parole à Alain qui est artisan et du côté de l'Ille-et-Vilaine, plutôt inquiet, bien qu'ayant voté Fillon. Tout de suite sur RMC numéro 23. RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC, 10h-13h, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, la sécurité sociale, l'une des réformes que fera François Fillon si jamais il devient président de la République l'an prochain, après l'élection du printemps 2017. Alain, bonjour. Bonjour. Mon cher Alain, rassuré ou inquiet, vous qui avez voté Fillon le week-end dernier? Alors, vous voyez, aujourd'hui, je vais être calme. Il y a quelques temps, je vous avais appelé, j'étais énervé. Maintenant, je reste calme. Mais je vais rester calme en disant que n'importe comment, que ce soit la droite ou la gauche, les politiciens ne comprennent pas le problème de la sécurité sociale. Alors, depuis ce matin, on entend Gérard Filoche qu'il faut augmenter la Fillon qui dit qu'il faut augmenter la TVA. Mais on n'arrivera jamais à résoudre le problème de la sécurité sociale si on ne va pas droit au but. D'accord? Comment on doit aller droit au but? Il y a des dépenses qui sont donc énormes de partout. Il manque de médecins. On demande absolument de respecter le droit européen. Commençons par le début. Nous, artisans, commerçants, professions libérales, on demande à avoir une liberté d'assurance. Ah oui. Moi, je suis libéré, ça me coûte moins cher, ça coûte pas aux Français, ça coûte pas de l'impôt, ça coûte pas 2 points de TVA supplémentaires. C'est-à-dire que vous voulez sortir du système général. Il a raison. Oui. Normalement. Mais attendez. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est difficile pour la solidarité d'ailleurs. Moi, je payais 52 000 € par an de RSI. Écoutez bien, pour quelque chose qui n'existe pas, parce qu'on a découvert des choses. Je vous donne un exemple. Vous parlez de 1945, mais prenez les archives qu'on ne veut pas nous donner. Nous, on les a récupérées. La loi française dit, le Français doit s'assurer, se prémunir d'une assurance sociale et d'une prévoyance. Il ne dit pas, vous devez vous assurer à l'URSSAF. Vous devez vous assurer au RSI. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le RSI, disant qu'il a déposé des statuts en 2006. On a reçu dernièrement, j'ai sommé la préfecture de l'Ille-et-Vilaine de me donner des statuts. On donne les statuts, le RSI a approuvé ces statuts 6 ans après, de 2015 à 2012. Je demande au préfet, donnez-moi l'arrêté de création de cette caisse. Il ne peut pas me le donner, il n'a jamais été déposé. Et dans la première base, les statuts, dès la première ligne d'article 1, on met, suivant les statuts d'arrêté de création de préfectoral, ils ont été faits. C'est pas faux. C'est faux. Laissons les Français libres. Moi, j'ai vécu au Canada. Attendez, si tout le monde, attendez, je vous pose une question. Si tout le monde est libre. Si tout le monde est libre, comment on fait pour financer le système? Non, mais attendez, Alain, on a bien compris votre exposé et votre colère, mais on était là sur la réforme. Vous voulez que chacun puisse s'assurer, en fait, comme il veut. Mais pour le moment, le pays repose sur un socle de solidarité nationale, quoi. Que ce que dit Alain, et là, en tant que profession libérale, je sais parfaitement à quel point il a raison. Les commerçants, les professions libérales, les directives européennes nous permettent normalement de pouvoir nous assurer, parce que ça nous permettrait à la fois de cotiser moins et d'être mieux remboursés. Donc, on ne grèverait pas le budget de la sécurité sociale. On nous oblige, et ça je suis absolument d'accord avec lui, on nous oblige à cotiser en fait au RSI, alors que c'est contraire aux normes européennes et c'est contraire à toute la législation européenne et on n'arrive toujours pas, et les avocats sont dessus, tout le monde essaye de se battre. Mais
ça réglerait une partie du problème. Effectivement, nous, on serait évacués, commerçants, professions libérales, on serait déjà plus dans le budget de la sécurité sociale, et ça nous suffirait. Enfin, si tout le monde sort du système, comment on le finance? Mais non, mais ce système. On vient de dire qu'on manquait de recettes. En fait, il y a que ceux qui viennent piocher dans le système qui auraient le droit d'aller à la Sécu. Non, mais ceux qui sont ce qu'on va faire, Marianne. Après, non, mais écoutez, c'est qu'on aura donc la Sécu pour les plus pauvres, les plus modestes, et puis les autres devront se démerder. Non, mais qu'on nous oblige pas à nous. Oui, mais excuse-moi, mais c'est la loi européenne qui nous permet à nous, si tu veux, d'avoir droit à une législation particulière que la France, en violation de tous les textes, nous empêche de faire. D'accord, mais ce que dit Alain, c'est bel et bien la démonstration aujourd'hui qu'il faut quand même revoir l'ensemble du système. Lui-même, en tant qu'artisan et profession libérale, lui prend beaucoup, finalement, ce qui le plombe, quoi. On a bien compris. Absolument. Et le récit, c'est une escroquerie. Fillon a promis de le revoir. C'est que tu as des régimes spécifiques qui abondent le régime général qui est déficitaire. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question autrement et dire, dans le régime général, il y a des choses qui sont à revoir en termes de prestations. Enfin, moi, je suis désolé, mais donner à tour de bras des CMU, des droits... C'est pas la question. Non mais Didier, c'est pas la question, mais enfin, c'est qu'une caisse, la sécurité sociale. Si t'arrives pas à abonder, le problème, c'est qu'on a 6 millions de chômeurs aujourd'hui, si tu veux. Si on avait plus de cotisants, si on avait une meilleure santé économique, le problème se poserait pas. Et on a une démographie, aussi qui fait qu'on vit de plus en plus vieux. Et on a un quatrième âge aujourd'hui. Les soins sont de plus en plus chers parce que on utilise des techniques qui payent. Non, parce qu'on utilise une technique formidable qui nous permet à tous de vivre plus longtemps, mais qui coûte très cher. Et ça, Olivier, prends le détail d'une facture d'une opération chirurgicale. Moi, je veux bien croire que les gens qui opèrent, ils ont fait des milliers de centaines d'années d'études et que le matériel est hyper coûteux. Mais t'as vu les coûts? Une journée d'hôpital. Oui, sauf que toi, tu payes rien. Moi, je suis fasciné quand même que tu vas à l'hôpital aujourd'hui. Tu bénéficies de personnes qualifiées, avec un matériel formidable, et finalement, ça ne te coûte rien. Et bien, moi, je crois que c'est surfacturé à la Sécu. Tu comprends? Une journée en réanimation à 8 000 €. Si cher. Je crois que le coût réel d'une journée en réanimation, c'est pas 8 000 €. C'est parce que depuis 45, on a un système on a plusieurs problèmes. qui est basé sur la solidarité, qui fait que tout le monde paye et que si on n'arrive pas à boucher le trou, on augmente la TVA, qui fait qu'on est à de tels coûts. Didier, on a plusieurs problèmes. On a un problème structurel, effectivement, parce que il nous faut des recettes supplémentaires. Et moi, je propose que le paiement symbolique de tout acte. Premier point. Deuxième point, effectivement, tu as raison. On a aussi des abus, on a aussi des surcoûts. Je veux dire, l'utilisation de l'ambulance. C'est un problème de gestion. L'utilisation de l'ambulance. Excusez-moi. Je veux dire, des fois, c'est du foutage de gueule. Les gens vous le disent, qu'on pourrait s'en passer. Mais vous savez combien ça coûte quand vous accumulez, quand vous additionnez. Donc la démultiplication. Il y a un problème de gestion. Il y a un problème structurel. Effectivement, il faut de nouvelles recettes. Moi, je propose encore une fois que tout Français, quelle que soit sa situation. Mais non, je te promets, ça serait énorme déjà. Il y a aussi un système qui est totalement absurde. Regarde aux États-Unis, par exemple, Angelina Jolie, elle a su qu'il y avait un gène d'un cancer très grave et elle s'est fait enlever les 2 seins. C'est impossible de faire ça en France. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale refuse de faire les recherches génétiques. C'est-à-dire que il y a beaucoup de pays qui font les recherches génétiques et qui savent d'avance que tu as un risque de cancer. Ils préfèrent, parce qu'ils te disent ça coûte cher, ça coûte 2 000 € par personne. Ils refusent de te le faire. Ils refusent de te faire ce test et résultat, mais quand tu auras ton cancer, tu vas coûter beaucoup plus cher en chimio. Et donc on a un système qui est en fait absurde, totalement absurde. Florent, bonjour. Préventif et d'anticipation. La médecine préventive n'est pas assez développée en France. Mais si tu préviens, t'élimines en fait toutes les chimios derrière. Florent, vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques, conseiller en gestion de patrimoine. Que pensez-vous du programme de François Fillon, en particulier sur le volet sécurité sociale? Est-ce que vous êtes inquiet ou pas, Florent? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors moi, je suis pas inquiet parce que je vais vous expliquer avec quelques chiffres comment ça fonctionne. On a souvent peur de la sécurité sociale privée et on la met toujours en opposition avec le public en disant que le public, ça rembourse beaucoup mieux. Moi, je vais vous donner des chiffres. Moi, je suis dans une sécurité sociale privée actuellement. Je paye 230 € par mois. Ouais. Pour une sécurité sociale qui me rembourse en frais réels. C'est-à-dire que la Sécu, vous savez que vous avez 60% ou 70% de la base de remboursement. Donc ça prend vraiment pas grand-chose et il faut compléter par des mutuelles. Moi, je suis en frais réels, donc tout est payé. J'ai 3 millions par an de remboursement pour
rembourser tout ce qui est cancer, tout ce qui est maladie grave. Voilà, et ça me coûte 230 € par mois, alors qu'avant ça me coûtait 30 000 € quand j'étais au système de RSI. Moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine, donc je vois des artisans, des commerçants tout le temps. Je vois que la grande difficulté de ces gens-là, c'est les charges sociales. Je pense qu'une sécurité privée, ça permettrait aux gens d'embaucher, ça permettrait à tout le monde de vivre bien. Moi, je vois vraiment la différence. Mais la sécurité privée, c'est bien quand vous avez de l'argent, quand vous avez un boulot, mais quand vous êtes, par exemple, chômeur cancéreux, petit retraité, chômeur cancéreux, comment vous faites? Alors, pour tout ce qui est salarié, il la paye déjà. Les 230 € que je paye par mois, c'est pris en charge patronale et salariale. D'accord, mais si vous avez une maladie de longue durée avec un traitement très lourd, ce que vous cotisez ne suffit pas à vous soigner. Moi, je cotise et j'ai des remboursements de 3 millions par an. Alors, imaginez, il y a de la marge. Pour manger 3 millions par an, je ne sais pas si vous imaginez ça. Et ensuite, pour les personnes dont vous parlez, chômeurs ou retraités qui ont ceux qui ont des revenus modestes, oui. Oui, tout à fait. Mais il faudra que l'État prenne mais comment on finance? Mais il faudra financer avec autre chose. Mais comment autre chose? Parce que on a bien compris que le système de la Sécu, c'est chacun d'entre nous qui finançons, qui mettons dans le pot commun. Si dans ce pot commun on enlève tous ceux qui ont de l'argent, il ne reste que ceux qui n'ont pas d'argent, comment on finance ce pot commun? Le système, c'est pas que chacun se paye sa santé. Mais non. Non, c'est le principe de la Sécu. On peut le revoir, mais le principe de la solidarité, c'est l'impôt. C'est-à-dire que l'imposition, elle permet d'être solidaire avec tout le monde. C'est pas les charges sociales, le principe de solidarité. C'est l'impôt. L'impôt, il doit permettre ça. Il doit permettre à l'État de prendre les personnes qui n'ont rien ou en difficulté, au moins de leur garantir le niveau qu'il faut, alors que ce soit avec une sécu publique ou privée comme ils le souhaitent, mais en tout cas payer pour ces personnes-là. Et pour les autres, alors, il faut qu'ils aient une sécurité sociale privée. Oui, non, mais ce que vous dites, Florent, c'est bien, mais si tout le monde fait comme vous, à la fin, on aura de la TVA à 35%, quoi. Hein. Non, c'est faux. Si tout le monde fait comme moi, déjà, vous aurez plus de problèmes de sécurité sociale et de déficit. Vous aurez plus de problèmes. Moi, je pense que le chômage serait réduit de moitié, parce que je vois mon cas personnel. Entre l'année dernière et cette année, je dégage un bénéfice qui me permet d'embaucher une personne de plus. Rien qu'en ayant une sécurité sociale privée. On peut mettre des régimes spéciaux partout. Hein. Mais surtout quand tu additionnes les régimes spéciaux, ça fait... Florent, merci de cet exemple qui rejoint un peu celui d'Alain l'offre attractive dont tu bénéficies, c'est toujours le cas. Quand on dérégule un système, on a des gens qui viennent sur un marché et qui font des offres attractives. Et souvenez-vous de la libéralisation de l'électricité. Vous aviez des opérateurs qui venaient vous proposer moitié moins que l'opérateur public. Mais ça s'est rapidement, je dirais, réajusté. Qu'à un moment donné, les prix repartent dans l'offre alimentaire que ça perdure. Je vous lis les réactions qui arrivent sur Twitter notamment. Sim Cosco qui m'écrit: je suis de droit depuis toujours, le programme de Fillon sur la Sécu m'inquiète et il me fera sans doute voter pour quelqu'un d'autre. Dominique: créons des emplois, les cotisations nouvelles sauveront la Sécu, c'est pas plus compliqué que cela. Bakir qui dit: Marianne, dans le programme de Fillon, il a la suppression de la cotisation salariale maladie de 5 milliards et demi. Nous ne payerons donc pas deux fois. Lyocon qui m'écrit: rassuré, c'est un programme d'experts comptables, pas de président de la République. Technologue 33 qui lui dit aussi: perso, dès que je suis profession libérale, je quitte la Sécu pour une assurance anglaise qui rembourse mieux pour moins cher. Et puis H2O qui dit: oui, je suis rassuré. Je l'attendais au tournant, l'ami Fillon, sur son volet de santé publique. Voilà un homme qui a le courage de redresser les choses, m'écrit-on sur Twitter. On fait que parler de baisse du chômage depuis tout à l'heure. S'il supprime 500 000 fonctionnaires et qu'il augmente le temps de travail dans le privé, je veux dire, excusez-moi, la création d'emplois va se faire comment? Tu vois, Philippe qui nous dit: moi, je suis pas d'accord avec Marianne. Hein. On doit être remboursé en fonction de ses cotisations. Ça suffit de payer pour les autres, Marianne. Chacun doit assumer sa prise en charge et ne pas compter sur les autres. Voilà ce que m'écrit Philippe. Mais moi, à la limite, je pourrais être très tranquille et dire ça tranquillement parce que je fais partie de ceux qui payent plus que les autres. Mais c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, c'est pas la France que je veux. Je veux quand même que les gens puissent bénéficier, quel que soit leur salaire, de la sécurité sociale. Moi, je voudrais quand même dans ce débat qu'on ne peut pas rester dans une situation qui ne bouge pas. Alors, ne pas rester en l'état, ça ne veut pas dire tout déréguler, tout casser. Voilà. Ça veut dire améliorer notre système dont, effectivement, auquel on tient. Parce que je vous rappellerai quand même que la première puissance mondiale qui s'appelle les États-Unis d'Amérique,
ils sont venus petit à petit, avec le Obamacare, à un système qui était celui de plus de solidarité, pas moins de solidarité. Et Obama citait un exemple la sécurité sociale française. Et il a cité un exemple, et nous, on va déliter, on va casser ce dont tout le monde nous a mis. Mais on est fous. Il faut l'améliorer, le système. Il faut pas le casser. Dans un instant, Valls, Hollande. Explication hier. Déjeuner au cours duquel on n'a pas cassé la vaisselle. Un déjeuner en paix. Manuel Valls est parti du côté de Tunis. Et visiblement, il ne démissionnera pas. Il n'a pas l'intention de provoquer de crise institutionnelle. Est-ce bien sûr? Les GG veulent savoir si au contraire, il doit maintenant démissionner, ce qui clarifiera les choses. 3216 rmc.fr, numéro 23.fr pour agir avec les GG, avec Marianne, Didier et Karim. Et sur la sécu, j'ai encore beaucoup de réactions. J'ai celle de Jules qui m'écrit, il est de Bandol, François Fillon ne m'a pas convaincu. Bien au contraire, à peine élu, à peine candidat, on le voit déjà qu'il commence à amender, à reculer. Ça promet, m'écrit-il. Salut les GG, me dit Simon. Je trouve que la vision de Fillon est l'inverse de ce qu'il faut faire aujourd'hui dans le pays. Regardez ce que font certaines mutuelles en Allemagne. Si vous allez faire un contrôle dentaire tous les ans et qu'on vous détecte un soin plus important à faire, là, vous êtes remboursé à 100%. Si votre dernier rendez-vous date de 24 mois, le soin est remboursé à 75%. Si 36 mois, 50%. Donc en fait, on est plutôt dans la médecine préventive avec du bon remboursement à ce moment-là. Donc disait Marianne tout à l'heure, il faut faire plus de préventif, elle a raison. Ça Bruno, il faut améliorer la médecine du travail notamment. Bruno qui nous écrit, moi je place ma santé au-dessus de certaines futilités. Je paye 180 € par mois pour mon épouse et moi par contre j'ai un forfait mobile à 2 €. Mon épouse aussi, nous avons un forfait internet à 25 €. Dans la vie, il vaut mieux avoir des priorités, savoir ce que l'on veut. Je n'ai pas besoin d'aller chez le médecin pour me faire prescrire une boîte de paracétamol, je peux l'acheter. En revanche, les plus modestes peuvent se la voir prescrire. Là, ça ne me choque qui pas. attaque Fillon, ce sont pas que des gens de gauche. Hein. Oui. Ce matin, Guénaud, chez Bourdin, a vachement attaqué Fillon sur ce système-là de dérégulation. Il l'a fait hier dans les GG. Donc, on a les centristes qui sont très dubitatifs. Bayrou, notamment, qui dit ça pose beaucoup de questions. Oui. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que il faut pas penser. Il faut pas penser. Oui, mais ce sont des gauchistes qui proposent. Bayrou, c'est quand même un l'immobilisme. On peut pas continuer comme ça. Il propose d'être candidat, sûrement, Bayrou. Il propose d'être candidat, sûrement. Oui, Arlette Laguille du Centre, François Bayrou, candidat à chaque fois. Lionel qui m'écrit, salut les GG, j'aimerais bien savoir si c'est bien en France que vous vivez. Je vais vous dire, moi j'ai une ostéonécrose de la hanche gauche, opération prévue en janvier. En attendant, je cours après les différents médecins et à chaque consultation, je sors une carte bancaire avec dépassement d'honoraires, non prise en charge. Voilà ce que nous écrit l'ami Lionel. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC numéro 23 avec Karim Zeribi, Didier Giraud et Marianne Soubré. Les GG veulent savoir, est-ce que le déjeuner d'explication entre Hollande et Valls a suffi ou est-ce que maintenant on passe à autre chose, on clarifie les positions. Emmanuel Valls doit démissionner. 3216 rmc.fr, numéro 23.fr pour en parler avec les grandes gueules. RMC, les grandes gueules veulent savoir. Il est hors de question qu'il y ait la moindre crise institutionnelle. Il ne peut y avoir aucune confrontation politique au sein d'une primaire entre le président de la République et le Premier ministre, même si je comprends tout à fait ces débats. Personne ne peut avoir le moindre doute sur le fait que le président de la République et moi partageons le même objectif. D'abord la France et bien sûr celui de la gauche réformiste. Et soyez patients, le calendrier se déroule vite et vous aurez des réponses à toutes vos questions. Voilà, Emmanuel Valls a mis en avant son sens de l'État afin de ne pas provoquer de crise institutionnelle. On a envie de lui dire à quoi joue Valls parce que c'est vraiment le pompier pyromane. Le dimanche, il défie ouvertement François Hollande en laissant entendre qu'il est prêt à aller à la primaire même face à François Hollande. Et puis le lundi, un déjeuner de 2 heures avec François Hollande et puis il rentre dans le rang en disant finalement pas de crise institutionnelle. Il n'est pas possible d'avoir un Premier ministre face à un président de la République à la même élection. Donc à quoi joue Manuel Valls? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il s'est planté? Est-ce qu'il doit quitter Matignon? Au contraire, maintenant se taire à jamais? Didier Giraud? Écoute, je me demande si du coup, quelle véracité faut accorder à ces déclarations du dimanche, quoi. Est-ce que le journaliste était si fort qu'il lui a tiré les verres du nez au point qu'il ait pas voulu dire ça, mais qu'il a dit non, mais tu vois dans la déclaration qu'on vient d'écouter. La journaliste qui a recueilli les paroles de Manuel Valls, on la connaît, c'est Anna Cabana du JDD, et c'est Manuel Valls qui sollicite cette interview, qui dit j'ai des choses à dire, je veux le dire au JDD pour que ça paraisse le dimanche. Voilà comme donc, ça. Donc la conférence de presse d'hier, c'est du pipeau. Voilà.
C'est tout. Karim ? Écoutez, la position de Manuel Valls a la double difficulté qui fait qu'un Premier ministre, dans le contexte du pays, avec le risque terroriste, la situation du chômage, peut pas donner le sentiment qu'il pense à sa carrière, à son avenir politique, plus que à l'intérêt de la France, parce que c'est sa stature d'homme d'État qui en pâtirait. Et en même temps, je suis convaincu que Valls a des fourmis, parce que Valls, c'est pas Hollande, ni dans le tempérament, ni dans la vision de la société. Il applique le programme du président de la République, qui est peut-être le sien à 50 ou 60%, avec 40% de frustration, et il se dit, la primaire pourrait être le moment où je remets les pendules à l'heure, et où je porte vraiment mon vrai projet. Il ne gagnera pas la primaire. Et il pense qu'Hollande ne gagnera pas la primaire, et que la gauche est en très mauvaise posture qu'avec François Hollande, et que, le meilleur candidat, c'est pas François Hollande. C'est ce qu'il pense au plus profond de lui-même. Mais alors à quoi il joue, là ? Pourquoi il va pas carrément, il démissionne ? Mais non, mais la réalité, effectivement, il peut pas être surtout qu'il y a une des deux déclarations qui est trop, Karim, là. Si je peux terminer. Non, la réalité, c'est que la difficulté pour lui, encore une fois, c'est de ne pas donner le sentiment de quitter le navire dans une période où la France ne va pas bien, ni sur le plan sécuritaire avec le risque terroriste, ni sur le plan du chômage. Au nom de l'ambition personnelle, c'est ça. Et en même temps, je dis que son ambition peut être légitime, parce qu'encore une fois, il n'est pas François Hollande. C'est comme si vous me disiez, mais François Fillon a gouverné 5 ans et Sarkozy. Comment se fait-il qu'il marque des désaccords pendant la primaire de droite ? Il y a eu quand même 5 ans entre temps. Je rappelle que Fillon n'était pas candidat face à Sarkozy en 2012. Le problème, c'est pas les 5 ans. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait tous les deux et qu'est-ce qu'ils ont pas fait. Ils pouvaient reprocher à Sarkozy, lors de la primaire de droite, des choses alors qu'il était Premier ministre. Et pourquoi il fait cette interview dimanche ? Pourquoi ? Parce que le Premier ministre, on le sait, dans notre pays, ce n'est pas lui qui gouverne. Voilà, on est dans une monarchie républicaine, c'est le président qui décide de tout. Il est évident que tu ne pouvais pas avoir, on l'a dit plusieurs fois ici, vous imaginez la primaire et les débats de la primaire dans un pays effectivement en état d'urgence, avec le Premier ministre et le président côte à côte en train de s'affronter alors qu'ils gouvernent tous les deux ensemble le pays. C'est impossible. S'ils nous font subir ça... Dans 5 ans, c'est possible, mais pas aujourd'hui. S'ils nous font subir ça, je ne leur pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai jamais à François Hollande et à Manuel Valls, et aussi à Manuel Valls. Dieu sait pourtant si j'aimerais bien aller voter pour lui, je ne pourrais pas lui pardonner d'avoir ridiculisé comme ça notre pays, alors que on a besoin qu'il gouverne quand même. Mais moi je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi il n'était pas le dimanche alors ? Non, mais si t'as raison, moi je suis pas d'accord. Si j'écoute l'analyse de il a tenté quelque chose. Il a tenté un coup et il s'est repris ça. Il s'est fait taper sur les doigts hier midi. Il avance un pion pour voir comment Hollande réagit. Sauf qu'il a pris dans la figure la porte. Le dîner sur l'herbe sur les doigts. Peut-être qu'il est en train de dire aussi, peut-être il se place parce que il espère, peut-être comme on l'espère tous, que François Hollande. On l'espère. Toi, tu l'espères. On les électeurs. Non, le on, c'est. Je parle en tant qu'électrice de François Hollande et d'une grande partie des déçus de François Hollande. La porte-parole des électrices de François Hollande. C'est une espèce d'incarnation, une espèce d'icône. Non, c'est ça. En fait, ça s'appelle. Tu vas voter Fillon au premier tour de la primaire à droite. J'ai jamais voté Fillon. Marianne Fauré. Voté Juppé. Tu vas voter. Pardon, excuse-moi. Tu vas voter Juppé au premier tour de la primaire de la droite. Après, tu deviens porte-parole de. Beaucoup d'électeurs de gauche ne se reconnaissent pas en Manuel Valls. Non, mais ne me fais pas passer Manuel Valls comme le grand rassembleur de la gauche. François Hollande non plus, ça t'a pas échappé. Non, mais on oppose les uns les autres. Moi, je mettrais les deux dans le même bateau. Les deux sont en train peut-être d'entraîner la gauche dans le mur. Je n'ai pas pu finir ma phrase, et ma phrase, c'était pas que j'étais représentante des gens qui veulent voter pour Manuel Valls. Je représente, en tout cas pour moi, je représente pour moi-même une déçue de François Hollande, et je ne veux pas qu'il soit candidat. Et donc, l'histoire, c'est que Manuel Valls ne veut pas non plus qu'il soit candidat. Il se place, il se dit. Mais est-ce que Valls est le mieux placé ? Il se dit, si François Hollande se réveille et n'y va pas, j'y vais. D'accord, mais Marianne, le problème de Manuel Valls, c'est que chez les socialistes, c'est le mieux placé. Le problème de Manuel Valls, c'est qu'il n'a pas fait la démonstration qu'il ferait mieux que François Hollande. Alors peut-être qu'il pourrait gagner la primaire. C'est vrai que les sondages donnent l'impression qu'il est mieux placé. Mais ensuite, au premier tour de l'élection présidentielle, Manuel Valls ne fait pas la démonstration qu'il peut se qualifier au deuxième tour. Et comme si Valls ne fait pas mieux qu'Hollande, pourquoi choisir Valls plutôt qu'Hollande ? Karim et Didier. Olivier, si je peux me permettre, tu es un journaliste confirmé. Tu parles d'une photographie de l'instant. Oui, il y a un mois, Fillon était à 8% dans la ça y est, tu vas me dire que François Aujourd'hui, il est à 33% devant Marine Le Pen à 10 points. Donc il n'était pas au pouvoir. Ce que je veux t'expliquer, c'est que ta photographie d'aujourd'hui,
qu'est-ce qu'elle sera fin janvier? Mais fin janvier, tout va changer. C'est-à-dire que tout d'un coup, les Français vont se réveiller et vont dire le bilan est formidable. Tout a changé pour Fillon à un mois. Je te dis pas qu'ils vont dire que tout est formidable. Je te dis que face aux arguments d'une primaire qui permet à chacun d'affirmer sa personnalité, sa vision. Moi, là où je suis pas d'accord avec Marianne. Tu veux Hollande et Valls dans la primaire? Permettez-moi de vous dire, moi, je dis que on a une primaire de droite, une primaire de droite qui s'est plutôt bien passée, qui a été digne. Malgré les pics et les autres, ça fait partie de la politique, mais c'était quand même très digne. Et d'ailleurs, les Français ont récompensé ça avec 4 millions d'électeurs. Moi, je dis que pour la primaire de gauche, il faudrait qu'il y ait Sylvia Pinel, il faudrait qu'il y ait Jadot qui est sorti des écologistes, et il faudrait qu'il y ait Macron, qu'il y ait Valls, et qu'il y ait Hollande, et qu'il y ait Montebourg. Mais est-ce que tu te rends compte, Karim, qui dirige la France? À droite. Mais qui dirige la France pendant ce temps-là? Moi, c'est ce qui me gêne, c'est que fait le couple exécutif, là. Et puis, la cacophonie de Valls, là, mais allez, fais un petit rêve, là. I have a dream. Oh là là! Très bel accent. Non, mais franchement. De la sur numéro 23, en même temps, vous avez un petit cours d'anglais très rapide, mais c'est un hommage à Martin Luther King. Si tu pouvais ne pas te foutre de ma gueule. Non, mais très bien, vas-y. Non, je me disais ce matin sur ce sujet-là, je suis le Premier ministre de n'importe quel pays européen. Et mieux en anglais qu'en français. Qui demain va avoir à négocier n'importe quoi avec Valls. Quelle crédibilité il a de dire le dimanche dans le journal « Je veux être candidat même s'il y va » et le lundi de dire « En aucun cas je ne peux être candidat s'il y est ». Enfin, je veux dire, la parole de Valls, elle vaut quoi mardi matin? Faut pas non plus dramatiser non plus. Il a tenté un coup, il a raté, voilà. Oui, mais du coup, ça veut dire que le couple exécutif... c'est fini. Non, le tandem est terminé. Ils n'ont jamais été en couple, à mon avis. Mais Hollande, il le tient par les coronets, là. Il a fait ce qui se fait souvent en politique. Il a mis un coup de pression pour essayer de bouleverser un peu le calendrier de Hollande, pour lui montrer qu'effectivement, c'est dans une semaine. Certains te disent que c'est à la fin de la semaine, puisque dans une semaine. Donc ça veut dire qu'on n'est pas quelques jours près maintenant. Oui, mais Valls perd patience. Non, mais à mes yeux, ça le décrédibilise au reste de. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Et je vais vous dire, la réaction de Valls, notez-la aussi en fonction de ce qui se passe à gauche. Aujourd'hui, qui va représenter l'alternative à Hollande? Qui va représenter l'alternative à Hollande? C'est Montebourg. Qui va cristalliser et ramener à lui tous les déçus du hollandisme? C'est Montebourg. Valls se dit, c'est insupportable. Si j'étais dans la bagarre, et Macron qui arrive. Et vous avez vu quand même, qui sont les premiers qui sont sortis du bois pour tirer sur Valls? Macron, habilement, Montebourg et Hamon. Oui, mais enfin. Tout d'un coup, ils étaient tous d'accord. Non, mais moi, il me fait marrer. Le Premier ministre soit pas candidat. Ça les arrangerait bien. Mais non, mais il me fait marrer, Valls. Il est Premier ministre, il applique la politique qui a été décidée par François Hollande. Il avait qu'à refuser d'être Premier ministre. Non, mais il avait qu'à refuser d'être Premier ministre. Mais Macron n'est pas sorti sur un désaccord profond. Il est sorti que pour être candidat. C'était lui le conseiller fiscal de Hollande en 2012. Et donc Valls devait sortir. Je pense que si Valls déclare, il n'a pas déclaré sa candidature. Je pense que si Valls déclare sa candidature, effectivement, il doit se mettre en congé. Pourquoi n'a-t-il pas quitté Matignon hier? C'est ça le problème. On revient à la question initiale. À quoi joue-t-il? Parce qu'il n'est pas candidat. À quoi joue-t-il? S'il veut à tout prix être candidat. S'il est candidat ou pas, parce que là, ça m'inquiète. Non, parce que je pense qu'il espère encore qu'Hollande n'ira pas. Oui. Donc du coup, il fait une erreur, mon avis. Du coup, il fait une erreur. Il fait une erreur. Hollande ira. Tu penses ce que tu veux de François Hollande. C'est un bon tacticien. Mais finalement, meilleur que Valls. C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà, ce que je voulais dire. Au niveau tactique, finalement, quelle est l'image qui est renvoyée aux Français? C'est d'avoir plein de types qui aboient et qui veulent mordre, si tu veux. En attendant, François Hollande dit, écoutez. Le maître des horloges. Oui, moi j'ai mon calendrier, je dirai le moment venu. Et ça veut pas dire que ce sera un bon candidat. C'est pas très glorieux. Moi j'ai dit en attendant, Alain, que dans la conquête du pouvoir, c'était un des meilleurs. Dans l'exercice, c'est peut-être un des plus mauvais. Oui, mais c'est la stratégie du pourrissement, en fait. Et c'est ce qu'il a fait avec tout ce qu'il a fait depuis qu'il a été élu. Oui, mais même depuis qu'il a été élu président. En fait, il attend et il fait rien. Et donc, au bout d'un moment, les gens hurlent, etc. C'est très corrigien, ça, il paraît. Je sais pas s'il fait rien. Parce que vous sous-estimez, à mon avis, Hollande. Quand Macron est sorti, je pense qu'il n'était pas si mécontent que ça. Parce que aujourd'hui, le fait que ce soit Fillon, croyez-moi, Macron va prendre beaucoup à Fillon. Beaucoup à Fillon. Et Fillon va prendre le Front National. Et il va récupérer des centristes de droite, Macron. Et aujourd'hui,
Sylvia Pinel, si elle a déclaré sa candidature, c'est pas pour mais rien. Elle aura rien. C'est pour montrer. C'est pour montrer qu'au-delà de la primaire, il peut y avoir des candidatures à gauche. Ça peut même remettre en cause la primaire. Oui. Et ça, c'est dans l'esprit d'Hollande. Mais c'est ce qui se lève. Moi, je vous le dis. Certains, son cynisme va très loin. Certains sont en train de dire, dans l'entourage de François Hollande, s'il n'y a plus personne dans cette primaire, parce que tout le monde se présente à droite ou à gauche, eh bien, François Hollande va directement face aux Français, ce qui d'ailleurs est la logique institutionnelle. Qu'un président sortant soit dans une primaire, ça paraît un peu ridicule. On le voit pas quand même discuter avec Gérard Filoche entre un rendez-vous avec Barack Obama ou Angela Merkel. Ça paraît quand même un peu absurde. Et donc, il irait directement face aux Français. De la Manche. Ce qui me gênait en politique, c'est que 90% du temps, j'ai l'impression que c'est de la stratégie. Bonjour, et 10% de l'action. J'aimerais bien qu'on inverse ça. Alors, Manuel Valls qui doit claquer la porte et démissionner et se présenter maintenant. Mais s'il veut se présenter, oui, il doit démissionner. Par contre, ce qui me pose vraiment problème, c'est qu'il y a quelques mois, quand Macron a quitté le gouvernement, c'était le premier à le critiquer, comme quoi il quittait le navire, il fuyait ses responsabilités. Et aujourd'hui, s'il veut quitter le gouvernement, justement, il peut pas le faire. Il est bloqué par rapport à ça. Ce serait contradictoire de sa part. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il a fait demi-tour. On a un seul déjeuner, quoi. Donc, il ne fallait peut-être pas faire ce petit coup de pression qui semble se retourner contre lui et qui donne une image de Valls, pour le coup, pas très claire, alors que depuis 2 ans et demi, depuis qu'il est à Matignon, il a toujours joué la carte de la loyauté vis-à-vis de François Hollande. On sait qu'il n'est pas d'accord sur tout, mais il a toujours joué le Premier ministre loyal. Et là, depuis dimanche, il a un peu écorné cette image, quand même. Ce qui avait été le cas de Fillon, d'ailleurs. Peut-être que c'est mauvaise manœuvre, tu vas lui dire, Renaud. C'est l'impatience qui est conseillère, elle est peut-être pas bonne conseillère, peut-être que Valls doit laisser François Hollande aller là où il veut aller, peut-être c'est le mur, peut-être c'est pas le mur, parce que c'est un stratège, et penser l'après 2017 en faisant un vrai parti, social-démocrate, progressiste, en étant le patron de l'opposition, si c'est la droite qui revient, et jouer peut-être 2022. Tu vois, Valentin, je crois que le Matador, il a pris un coup de corne parce qu'il a trop précipité la mise à mort. Valentin m'écrit sur Twitter, Manuel Valls qui donnait des leçons de loyauté à Macron se discrédite. Ah oui. Charlie Chapeau démissionné. Ben non, pourquoi? Il attend sagement que le boss décide de ce qu'il va faire. La Plume, toujours sur Twitter, s'il ne le fait pas, il se discrédite et ceux qui croyaient en lui finiront par lui tourner le dos le moment venu. Kada qui dit, ah oui, il doit partir. Edmond, l'expérience Rocard devrait servir. Qu'il reste et laisse la pression l'enjeu et le leadership de la gauche après. Moi, je suis pas d'accord avec la notion de loyauté. Il faut être un béni oui-oui pour être loyal. C'est un scandale, ce qui est dit là. Allez, dans un instant. On peut pas dire que Macron était Brutus et puis 15 jours après, faire un peu plus. Macron, ça a été le fait du roi. Il a existé parce que Hollande l'a voulu. Mais Macron, il a existé parce qu'il est talent aussi. Je veux dire, je dis pas qu'il a pas dans un instant, en direct sur RMC numéro 23, la suite des GG avec le pays d'Hollande. Ménage pas tout. RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules.